Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Ningli Singh. Elle est avocate associée du cabinet Pelletier-Juvigny-Marpeau. Elle nous reçoit dans son magnifique appartement haussmannien du 9e arrondissement de Paris. Bonjour Ningli Singh Azoulay. Bonjour. Entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous Ningli aujourd'hui ? Alors, je vois une jeune femme de 43 ans, mariée avec un avocat, 2 enfants, une fille et un garçon, et associée de son cabinet. Quand vous démarrez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? D'où partez-vous ? Oh là là. Donc là, on va remonter un tout petit peu sur l'histoire de mes parents, qui sont des immigrés. Mes parents sont des Chinois du Cambodge. Mes grands-parents ont quitté la Chine, persécutés, avec toutes leurs tribus, et ils ont tous atterri quasiment au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Mes parents se sont rencontrés au Cambodge, ils avaient une vie assez chouette là-bas. Enfin, je dis assez chouette, pour mon père, c'était un peu moins chouette, puisque lui, et ça joue un peu dans mon histoire, dans l'histoire de notre famille, à l'âge de 16 ans, il s'est retrouvé à la tête de la fratrie, parce qu'il était orphelin de père, et sa mère les a quittés quand lui avait 16 ans pour rejoindre son amant en France. Donc il se retrouve à 16 ans à devoir arrêter l'école, se mettre à travailler pour élever ses deux frères et sa sœur. Donc c'est quand même lourd. Qui avait quel âge du coup ? Ah bah ils ont 2 ans d'écart entre eux. Ah oui, sacrée responsabilité. Ah bah quand on a 16 ans, c'est un sacré poids. Et donc pour un jeune adolescent de 16 ans, finalement, il se débrouille pas trop mal, puisque tout le monde aujourd'hui va bien, tout le monde a une famille, ils sont tous en France. En revanche, une fois qu'il s'est marié avec ma mère, ils ont eu un premier enfant, et là arrive Pol Pot au pouvoir. En tout cas, c'est les débuts, les prémices de l'arrivée au pouvoir de Pol Pot au Cambodge, dont on connaît évidemment le destin. Ils quittent le pays, donc ils descendent, ils longent toute l'Asie du Sud-Est, donc ils traversent le Vietnam jusqu'à arriver en Thaïlande. Ils ont entre-temps, ça prend quelques années, tout ça, parce qu'entre-temps, ils ont 2 autres enfants, mes 2 frères. Et quand ils arrivent au bout de l'Asie du Sud-Est, donc en Thaïlande, la Croix-Rouge française leur propose 3 terres d'accueil. Les États-Unis, l'Australie ou la France. Bah, sans surprise, mon père choisit la France parce que il sait que sa mère est allée en France. Donc il se dit, je vais la rejoindre, je vais la retrouver. Ce que je trouve énorme, alors, au-delà du fait que, évidemment, je suis rassurée qu'il ait choisi la France plutôt que les États-Unis ou l'Australie, pour plein de raisons, je trouvais ça assez joli qu'il ait une forme de pardon. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs du pardon. Au moment où il se dit, tiens, je vais aller en France la retrouver. Est-ce que c'est, je veux régler mes comptes? Est-ce que c'est, j'ai besoin de retrouver mes racines? Ou est-ce que c'est, j'ai besoin de retrouver ma mère, tout simplement. Peu importe ce qu'elle a fait, j'ai besoin de la retrouver. J'ai trouvé ça plutôt joli, quoi qu'il arrive. Donc j'ai une partie de ma famille qui est aux États-Unis, une partie en Australie et une partie en France. Donc c'est comme ça que j'arrive en France. Et vous avez rencontré votre grand-mère en France ? Vous l'avez retrouvée ? Oui. Quand j'ai rencontré ma grand-mère en France, mon père l'a retrouvée, je savais que c'était ma grand-mère, la mère de mon père, et son amoureux, pour moi, c'était mon grand-père. J'ai su très très tard que ce n'était pas le père de mon père. Ah oui.
Mais je l'ai toujours considéré comme étant mon grand-père. Je l'aimais comme un grand-père. Alors socialement, comment ça se passait? Quel métier faisait votre père et votre mère? Alors, mon père, quand il est arrivé en France, qui ne parlait pas français, il a commencé par monter des pneus chez Renault, je crois. Après, il a dû faire plein de petits jobs comme ça. Et quand je suis née, parce que moi je suis née beaucoup plus tard que toute ma fratrie, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Il était chauffeur de taxi. Ma mère ne travaillait pas. Elle était mère au foyer. Mais pour arrondir les fins de mois, elle faisait de la couture au black. Et vous viviez dans quelle ville en France? Alors, je suis née dans le 13e. Donc, j'ai commencé à vivre dans le 13e. Je crois À Paris. À Paris. À l'époque, ça devait être un 2 pièces. Donc, on était 7 dans un 2 pièces. En tout cas, c'est ce que mes frères et sœurs me racontent. Parce que moi, du coup, je n'avais qu'1 an, donc je m'en souviens pas du tout. Et ensuite, toute ma famille a déménagé à Marne-la-Vallée, à Noisiel. Marne-la-Vallée, je sais pas si vous connaissez, c'est une communauté de communes où vous avez une très forte population d'immigrés asiatiques, mais pas que. Donc c'est très coloré, c'est très joyeux d'ailleurs. Et là-bas, c'était pratique pour mes parents parce que finalement, le fait de pas parler français, c'est pas un obstacle. Là-bas, vous avez des commerces asiatiques, vous pouvez presque parler en chinois même avec la banquière. C'était un système de communautarisme qui était, je sais pas si c'est une politique d'ailleurs voulue ou pas du gouvernement de l'époque, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Comment se passe votre scolarité quand vous êtes à Marne-la-Vallée? Super. D'accord, donc vous avez fait toute votre scolarité par là? Toute ma scolarité là-bas, la petite scolarité. J'étais plutôt bonne élève. De la fratrie, j'étais la meilleure. Donc j'étais très bonne élève, j'ai sauté une classe, j'étais toujours dans les premiers de la classe, donc ça se passait plutôt bien. J'avais vraiment aucun sujet à l'école. Donc non, j'ai plutôt une scolarité satisfaisante. Bienvenue dans l'ascenseur. Et quand est-ce que vous avez l'impression d'accéder au premier étage? J'ai du mal à le situer. En revanche, je sais que très tôt, très vite, je pense que ça devait être déjà au lycée, j'avais envie de réussir. Je me disais, mes parents ne se rendent pas compte du potentiel que j'ai. L'espoir qu'ils ont dans la réussite de leurs enfants, qui est un espoir tout à fait louable, évidemment, comme tout parent a avec leurs enfants, était en ce qui me concernait une ambition trop basse. Ma mère, je pense que dans son fantasme, je devenais fonctionnaire ou juste je travaillais comme guichetière à la banque. C'était parfait. C'était un CDI. Je suis sauvée. Je n'aurais pas le destin qu'elle a eu ou que mon père a eu. Mais j'avais envie de leur dire, mais je n'aurai jamais votre destin. A priori, on n'a pas de guerre, nous, déjà. Là, maintenant, en France, on a cette chance-là. Je vous assure que je pense être capable de faire encore mieux, mais vous ne le savez pas encore. Mais je ne l'ai jamais verbalisé. Mais vous aviez des rêves, alors? C'était quoi vos rêves d'enfant? J'avais envie de réussir. J'avais envie de quitter cette banlieue. C'était une banlieue horrible. Enfin, j'avais de la chance parce qu'à la limite, nous, on vivait encore dans un quartier qui était pavillonnaire. Mais tous mes copains du collège et du lycée, ils venaient des cités. C'était pas sécurisé. C'était même dangereux. Et je rêvais pas de ça. Je rêvais pas de rester dans ce milieu-là. Je rêvais de mieux. Mais comment vous saviez que mieux existait? Je ne le savais pas. Je ne savais pas. Vraiment, je me disais juste, ça doit exister. Je ne sais pas où, comment, mais je suis sûre que ça doit être plus sympa. Vous aviez des idées peut-être par vos frères et sœurs aînés? Alors, mes frères et sœurs, ils n'ont pas fait de grandes études. J'ai un écart assez important en âge avec eux. Donc, je les regardais comme des modèles. Mais là-dedans, dans mes frères et sœurs que j'adore par-dessus tout, ça me branchait pas ce qu'ils faisaient. C'était pas mon truc. Mais c'est vrai que ma sœur aînée me disait souvent, tu devrais devenir avocate parce que avocate, ça claque. C'est drôle. C'est assez marrant. Mais c'était pas une vocation. Simplement, comme dans cette banlieue géniale, on reçoit pas les informations. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des grandes écoles, je connaissais pas Sciences Po, et tout simplement, probablement, parce que déjà dans mon cercle familial et amical, je n'avais pas des adultes qui étaient en mesure de me les présenter, mais dans le corps enseignant non plus, finalement. Et je ne me souviens pas d'un seul professeur qui m'en ait parlé. Donc je me disais que peut-être ça se trouve, avec le recul, eux n'y croyaient pas non plus en moi, peut-être qu'ils voyaient pas le potentiel. C'est possible. Donc moi, la réalité, c'est que j'ai fait une fac de droit. Je me suis dirigée vers la fac de droit, principalement parce que la fac, ça ne demande pas d'avoir un budget phénoménal. Moi, en plus, avec mon cursus scolaire
plus le niveau social de mes parents, j'étais boursière assez facilement, une boursière au max. Donc, je savais que en allant à la fac, je pourrais y arriver dans le sens où je n'aurais pas cette préoccupation d'argent. En réalité, je l'ai eu, mais je me suis simplement dit j'en aurais moins. Et puis la fac de droit, pourquoi la fac de droit ? En fait, dans les matières proposées, finalement, je dis pas que c'est un peu par défaut, mais presque. C'est-à-dire tout le reste m'intéressait pas particulièrement, et le droit m'ouvrait probablement plus d'ouverture, de connaissances que les autres matières. Donc vous avez fait le lycée dans le Val-de-Marne aussi ? Oui, à Noisiel. À Noisiel. Et c'était un lycée Pas folichon. pas folichon. Pas folichon. Et du coup, comment vous avez l'idée quand même d'aller en droit ? C'est parce que votre sœur vous a dit deviens avocate parce que ça claque, ou bien vous aviez quand même une attirance autre que le fait que ça claque ? J'étais beaucoup plus littéraire comme personne, donc oui, effectivement, ça collait avec ma personnalité. Donc je ne voyais pas l'obstacle à aller en droit, et j'ai beaucoup raisonné souvent comme ça d'ailleurs. Est-ce que je suis capable de faire que ça ou pas ? Est-ce que je suis capable de faire des études de médecine ? Non, clairement pas, même si j'aime beaucoup les sciences, mais non. Est-ce que je suis capable de faire des études de langue ? Oui, complètement, mais j'avais l'impression que c'était pas assez pour moi. C'était pas assez. J'allais m'ennuyer. J'ai beaucoup raisonné comme ça. Et le droit, je ne le connaissais pas, mais quand même, je voyais bien les perspectives que ça pouvait amener. Enfin, vous savez bien, dans n'importe quelle famille, surtout comme la mienne, qui ne connaît rien à la France, qui ne connaît rien, enfin, dans les métiers possibles et accessibles pour leurs enfants, devenir médecin ou avocat, c'est un peu les métiers, Ouais. vous voyez. C'est un peu ce qui est fléché en fait. C'est la fléché. réussite. De la réussite. On sait en quoi ça consiste en fait. Il y a ce côté, on sait que si tu deviens médecin, si tu deviens avocat, t'auras réussi. C'est dans les perceptions communes Ouais. Dans des gens. l'imaginaire. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, du coup, vous vous dirigez vers la fac de droit, mais alors, donc vous allez où en fac de droit ? Alors ça c'est très marrant, ou pas d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses. Naturellement, j'étais affectée à la Varenne. Oui, qui est une très bonne fac de droit, c'est celle que j'ai fait moi. Qui est une très bonne fac de droit. Et mon frère me dit, écoute, si tu veux faire du droit, va dans la meilleure fac de Paris, c'est Paris 2. Mais comment il le sait, votre frère ? Et je ne sais pas. Mais je pense mon frère, il a 9 ans de plus que moi, donc je pense que lui, il a déjà entendu parler de tous ces sujets-là. Et moi, pas. Alors, quand moi, à 16 ans ou 17 ans, il me dit fais la fac de droit, fais la fac de Paris 2 parce que c'est le meilleur endroit, je me dis, je vais le suivre son conseil. De toute façon, j'en sais rien, je n'y connais rien. Comme j'avais un très bon dossier, j'ai demandé une dérogation et je suis allée à Paris 2. Donc là, vous débarquez donc à Assas, en plein quartier latin. Et alors... Enfer. Un enfer. Enfer. Première année de droit, c'est un choc culturel, mais phénoménal. Moi, j'ai grandi pendant toutes ces années jusqu'à mes 17 ans dans un milieu socioculturel très mixte. Il y avait de tout dans mes classes. En termes de culture, en termes de milieu social, de milieu professionnel, des parents, des enfants. C'était coloré, c'était joyeux, je vous le dis. Là, je me retrouve sur les bancs de la fac avec, c'est quand même monochrome. Dès que vous êtes en dehors des clous et ça se voit, on vous fait remarquer. Ah bon ? Je viens de la banlieue. Alors là, je découvre le banlieue versus Paris. Je n'étais pas au courant. Là, je découvre le racisme que je n'avais jamais subi auparavant. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez des souvenirs précis de ça ? J'ai des souvenirs de remarques pas très... De la part des étudiants ou de la part des professeurs ? De la part des étudiants, pas du tout bienveillants. J'ai le souvenir surtout des attaques du GUD. Le GUD ? Le GUD, le fameux GUD. Moi, en plus, à la fac, première année, mes meilleures amies, c'était une juive, une arabe et une espagnole immigrée dont les parents étaient concierges. Donc, vous avez un quatuor quand même de milieu social varié, mais pas très parisien. Et quand je vois l'attaque du GUD, déjà, moi, je vois ma copine, enfin mes amis directement visés, parce que vous savez, il y a une hiérarchie en plus dans ce racisme. Il y a ceux qui sont beaucoup plus bas dans cette pyramide de racisme. Vous voyez ? Moi, je devrais déjà être contente parce que dans leur esprit, je suis pas celle qui est tout en bas. Je suis pas celle qu'on va attaquer en premier. En revanche, mes copines, oui. Ça, c'est inacceptable pour moi. Bien sûr que c'est inacceptable. Comment Invivable. ça se passait concrètement, les gars du GUD, comme vous dites, donc c'est des fachos, hein ?
C'est un syndicat étudiant, peut-être le dire. Enfin, c'est un syndicat étudiant c'est reconnu. Je sais même pas si c'est pas interdit le GUD aujourd'hui. À l'époque, en tout cas, ça l'était pas, c'est ça? Alors, je pense que ça l'était, mais c'est pas inscrit sur leur visage qu'ils défendent ces idées-là. Vous savez bien. Et en fait, ils débarquent masqués avec un foulard, on voit pas leur visage. Et moi, je me souviens de cette attaque dans l'amphi où ils débarquent avec des bombes lacrymogènes à nous dire dehors les Arabes, dehors les Juifs. Ah ouais. Angoisse. Dans quel monde je vis? Je n'ai jamais connu ça. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Moi, j'étais choquée. Il y a de quoi, oui. Donc, quand je vous dis, j'ai subi mes premiers actes de racisme, ce n'est pas toujours effectivement à mon égard. Ça l'a été parfois. C'était à l'égard, en fait, du non-blanc. Du non-blanc. Du non-blanc catholique, puisque vous me dites qu'il y avait des juifs qui étaient attaqués également. Ok. Et du coup, ça, vous êtes en première année. Tout de suite, il y a des scènes comme celle-là qui se passent en amphi. Alors, ça n'arrivait pas tous les jours. Mais entre celle-ci et puis les 2-3 remarques qu'on avait de temps en temps, j'ai pas eu une image de ma première année particulièrement sympathique en dehors de mes amitiés. Donc je l'ai plus subi après, mais je pense qu'après je m'adapte assez vite en fait au milieu et donc très vite je n'ai rien à faire. Très vite je me dis que ça peut pas être un obstacle pour moi. Enfin ça ne doit pas être un obstacle en ce qui me concerne ni en ce qui concerne mes amis et on fera barrière. Sur le plan de la matière juridique, c'est difficile pour vous la première année de droit ou pas tant que ça? Horrible. Très difficile. J'ai trouvé ça très difficile. Moi qui étais une bonne élève, quand je voyais des 10 sur 20, je disais mais je suis nulle. Et mon père me disait non mais 10 sur 20 à la fac, en vrai ça vaut 15, je te rassure. Quand même, 10 ça fait mal. Et puis en fait, au fur et à mesure, je m'habituais et je crois qu'il y a eu un événement qui m'a remis un peu en selle. On avait un prof de droit qui était venu faire un tour en TD de manière un peu surprise. En travaux dirigés, donc. On avait tous à chaque fois un devoir à rendre chaque semaine. Et cette fois-ci, il avait décidé de choisir un étudiant dans la classe donc, pour faire un exposé oral de son devoir papier, de sa disserte. Évidemment, c'est tombé sur ma pomme. Et là, j'ai cartonné je ne sais pas d'ailleurs comment, l'exposé oral. Et donc, ma chargée de TD m'a dit que c'était très bien, elle m'avait mis une super note, je sais plus, un 16 ou un 17. Donc déjà, ça m'avait reboosté. Je me suis dit, alors, donc je suis pas si nulle que ça, puisque voilà, j'étais trop heureuse. Et surtout, les autres élèves de mon TD qui ne m'avaient jamais adressé la parole se sont mis à vous respecter. À me respecter et à me croiser dans les couloirs en me disant, c'était canon ce que t'as fait, bravo, t'as assuré l'exposé oral, etc. Ça m'a remis du baume au cœur et puis ça m'a encouragée finalement. Et chaque année, d'année en année, finalement, grâce à ces meilleures notes, ces meilleurs commentaires sur mon travail venant des chargés de TD ou des profs, ça m'a reboosté en fait. Et là, je suis montée en flèche. Bienvenue dans l'ascenseur. Quand vous entrez dans la vie professionnelle, est-ce que vous prenez tout de suite le bon ascenseur? Alors, avant d'arriver dans la vie professionnelle, il y a toute cette phase intermédiaire, mi-universitaire, mi-professionnelle, qui est la période de stage. Et là, oui. Je me retrouve à faire un stage au ministère de l'économie, à la DGCCRF. Comment ça se fait? Du contrôle des concentrations. Alors, moi, j'ai fait un DESS de droit public de l'économie. Quand je dis DESS, je me sens hyper vieille parce que ça n'existe plus. C'est l'équivalent d'un Master 2, c'est ça? C'est ça, exactement. Et droit public de l'économie, donc c'est beaucoup sur les marchés publics, les délégations de services publics. Donc je postule, avec toujours en arrière, dans ma tête, le conseil de ma mère, trouve un métier stable, être fonctionnaire c'est chouette. Attends, je vais appeler le ministère de l'économie, j'ai postulé là-bas. Et j'ai postulé au bureau des marchés publics, le bureau B4, je me souviens. Là, je fais un entretien catastrophique où le mec me dit en gros qu'il a pas besoin d'une stagiaire et donc je me dis mais je vais m'ennuyer comme un rat mort pendant 3 mois. Donc je suis fin l'idiote, ce que je sais très bien faire. Je comprends pas, je suis stagiaire pour vous, mais également pour tous les gens du laitage. Il me dit ben non, si vous êtes ma stagiaire, mais si les autres services vous intéressent, je dis ah oui absolument, complètement. Et donc bon très bien, il appelle quelqu'un du bureau B3, contrôle des concentrations et des aides d'État. La personne vient, me tend sa carte et me dit rappelez-moi et je vous fais passer un entretien. Je rappelle, je passe l'entretien, ça se passe, ils me disent je vous prends. Je fais un stage au bureau B3, contrôle des concentrations. Je dis ça, ce stage est crucial dans ma carrière puisque je n'ai jamais fait de droit de la concurrence
réellement avant ce jour où j'entre dans ce bureau-là. D'accord, donc vous avez pas appris ça à la fac. Vous l'avez appris sur le tas, finalement. C'est un cours très théorique qui était mineur dans mon DESS. Et donc, je me dis, très bien, on va apprendre. Enfin, j'ai pas peur, pourquoi pas. Et en fait, c'est génial. Je passe 3 mois fantastiques, j'apprends des choses géniales. Je suis passionnée par la matière. Je peux pas vous dire mieux. Je me passionne pour la matière. Là, les équipes avec qui je m'entendais extrêmement bien me disent, Ningli, il faut que tu passes le barreau. Tu l'auras, tu verras ce que t'en fais ou pas. Et qui est-ce qui vous dit ça? Vous me dites, on me dit ça, mais c'est qui? Élisère Garcia Rosado, qui est membre du bureau B3 et qui est donc un rapporteur de l'équipe, qui me dit, franchement, c'est trop dommage de pas tenter ta chance. Mais alors, attendez, c'est pas fini. Parce qu'elle me dit ça comme ça. Je lui dis, ok, je prends ton conseil. Je n'en fais rien pour l'instant, mais je prends son conseil. Sauf que la coquine, elle s'en ouvre auprès du reste de l'équipe, qui m'en parle tous les jours. Et un soir, fin de journée, j'ai le patron qui vient, Stanislas Martin, le patron du bureau B3, qui aujourd'hui est rapporteur général à l'autorité de la concurrence. Débarque dans mon bureau, il me dit, l'équipe me dit que tu cherches un stage dans le cabinet. Moi, évidemment, je fais poker face parce que je ne veux surtout pas donner l'impression que l'équipe aurait menti. Donc je dis oui, tout à fait. Donc je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire fantastique? Et il me dit attends, passe-moi ton CV si tu veux. Je l'envoie à des copains qui sont en cabinet. Mon prédécesseur est en cabinet. Je lui envoie ton CV. Non mais là pour moi c'est le drame. Je dis non mais non seulement je vais me retrouver à lui envoyer mon CV, mais en plus faut pas que je me rate. Il faut que je passe le barreau, vraiment. Je me dis surtout faut que je passe l'entretien et que ça se passe bien. Et il faut que j'ai toute une histoire à raconter. Donc, je me retrouve un peu piégée, mais finalement bien piégée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même fantastique que des gens aient vu et dessiné, entre guillemets, un destin pour moi que je n'avais même pas un instant songé. Et c'est comme ça que je me retrouve à devenir avocate. C'est-à-dire qu'Élisère me dit, c'est pas grave si tu fais des stages, c'est mieux payé que n'importe quel job. Donc, fais des stages en cabinet pendant que tu passes en parallèle de ta préparation au barreau. Tu apprends un métier, tu regardes si ça te plaît, tu passes le barreau, tu vois si tu veux faire ce métier ou pas. Tu décideras dans 1 an. Elle fait, c'est rien 1 an. En plus, j'avais 1 an d'avance, donc elle me dit, ce n'est rien 1 an. Et elle avait complètement raison. Je me passionne, je peux pas vous dire, je me passionne pour la matière, puis quand je me retrouve en stage dans les cabinets, je me passionne pour le métier. Et à l'époque, vous viviez comment? Vous étiez toujours à Marne-la-Vallée chez vos parents ou vous aviez comment ça se passait votre vie? Parce que le cœur de Paris et Marne-la-Vallée, c'est loin quand même. Ouais, c'est loin. À l'époque, j'avais quitté mes parents et je vivais avec mon petit copain de l'époque parce que j'avais besoin de cette indépendance. Alors, ce que je vais dire va pas plaire à mes parents quand si jamais ils écoutent le podcast ou si quelqu'un leur traduit le podcast. J'avais l'impression que ma famille était parfois une barrière à ma progression. À la maison, et il faut quand même se rendre compte, on travaille, on étudie et il faut en plus faire les tâches de la maison, quoi. Et en fait, faire les tâches de la maison de 7 personnes, c'est pas pareil que faire les tâches de la maison de 2 personnes. Et c'était trop pour moi. J'étais fatiguée de devoir avoir autant de chantiers à mener de front. Et c'est pas la faute de mes parents. Je dis ça, mais les pauvres, ils sont pour rien. Vous étiez nombreux dans cette maison, quoi. Voilà, on était juste très nombreux. Oui, c'est sûr que faire le ménage d'une maison, c'est plus long que de faire le ménage d'un petit appartement. Donc en fait, très rapidement, je me suis dit, il faut que je quitte, ne serait-ce que pour me focaliser, me concentrer sur moi, sur ce que je veux faire et mes études. Donc à l'époque, j'avais décidé d'emménager avec mon petit copain. Évidemment, mon père était pas content, il m'a quand même fait la gueule pendant 1 an. Mais je lui ai dit, je te rassure, je vais travailler, j'avais mes stages, je vais gagner de l'argent, donc ce n'est pas un sujet, je vais m'en sortir. Et honnêtement, je m'en suis très bien sortie. Donc là-dessus, ça allait. Mais effectivement, mon premier stage en cabinet, en revanche, je travaillais énormément. Je dormais pas beaucoup la nuit. C'est un conseil que m'a donné l'associé de ce cabinet-là, qui est une femme fantastique, et qui, quelque part, m'a vraiment éclairée sur pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de femmes que j'ai croisées qui ont joué dans ma carrière. Elle a joué un peu, elle m'a vraiment donné un vrai coup de pouce, sans le vouloir, je pense. Mais elle m'avait dit, en tout cas, elle m'a donné ce conseil, Ningli, si vous voulez continuer dans ce métier-là, il va falloir déménager. Vous n'allez pas survivre à travailler autant, d'avoir si peu d'heures de sommeil en habitant à Marne-la-Vallée et faire des commutes d'1h30 le matin et 1h le soir, quoi. Vous n'y arriverez pas. Donc j'ai fini par déménager à Paris au bout d'un moment, mais il m'a fallu un peu de temps. Mais elle avait raison, j'étais morte, j'étais crevée, quoi.
Alors justement, est-ce que dans votre... vous en avez un peu parlé, mais est-ce que dans votre ascension sociale, vous avez rencontré des pannes d'ascenseur? Le sentiment d'être coincé entre 2 étages? Tout le temps, presque. Mais je pense que c'est dans la tête. C'est pour ça que je le dis. Je pense que dès le premier jour, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur. Je travaillais 2 fois plus que les autres parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je rattrape mon retard. Enfin, que j'avais du retard. Et pourquoi j'avais cette impression-là? Je voyais les autres. Je voyais les autres. Moi, j'ai croisé des stagiaires bienveillants et des moins veillants. Moins bienveillants plutôt. Je suis tombée sur des stagiaires qui me rappelaient d'où je venais. Quand vous-même vous étiez stagiaire? Ouais. Et c'est assez marrant. Il y a des gens qui ont une capacité aussi bien à vous propulser, le petit mot qui va bien, que la capacité à vous dire vous êtes trop nul, vous n'êtes pas de ce milieu-là, rentrez chez vous, quoi. Vous avez vraiment rencontré ça dans les cabinets d'avocats où vous avez été à l'époque où vous étiez encore très junior, quoi. Stagiaire, oui, j'ai rencontré des petites pestes, comme on dit. Mais voilà, il faut surmonter ça parce que... Mais qu'ils vous le disaient ouvertement? Ce que vous venez de me dire, là? Ils n'étaient pas aussi ouverts. En fait, ils vous lançaient des pics pour vous rappeler... Rappelle-moi dans quel lycée t'as été. D'ailleurs, c'est pas des stagiaires. Hein. Parfois, il y a des collaborateurs qui m'ont fait ça. Oh, quelle horreur. Tu viens d'où? Ils font quoi, tes parents? Donc, au début de ma carrière, je me souviens, j'osais pas trop parler de ma famille. À cause de ça. J'avais l'impression que quand j'en parlais, c'était ça me réduisait. Alors, c'est bête, aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'a fait ma famille, hein. Je me voyais dans les yeux des autres. Donc il n'y avait pas qu'un racisme d'origine ethnique, il y avait un racisme social également. Bien sûr. Non, mais moi, j'ai subi tous les racismes possibles en cabinet, hein. Enfin, je veux dire, la misogynie, le racisme d'où je viens, d'origine, le racisme social. Mon mari est juif, je vous l'ai pas dit, mais mon mari est juif. Donc parfois, de temps en temps, je me tapais quelques blagues antisémites. Alors justement, écoutez, c'est pas forcément l'ordre d'habitude de mes questions, mais puisque vous évoquez votre mari, vous l'avez rencontré à quel moment, votre mari, et comment s'est passée la décision de vous engager avec lui? Alors c'est assez marrant. Mon mari, je l'ai rencontré donc en stage en cabinet, puisque mon mari est avocat. C'était mon premier stage en cabinet. Mais on était juste c'est une connaissance. Et on s'est mis ensemble des années plus tard. Et je pense que ça correspond à un moment dans ma vie, dans mon évolution personnelle, où j'étais beaucoup plus mûre et j'avais plus confiance en moi. C'est des belles histoires finalement. Vous savez, quand vous rencontrez des gens, puis vous les retrouvez, 8 ans plus tard. Et comment on a passé le cap? Je sais pas. En fait, on a réussi à surmonter déjà cette différence de religion. Alors, je devrais même plutôt dire, c'est lui qui a surmonté cette différence de religion, puisque moi, je n'ai pas ce sujet-là. Vous voulez dire que vous êtes athée? Moi, je suis athée. Mes parents étaient bouddhistes, et donc dans le bouddhisme, c'est très ouvert. Finalement, vous croyez en vos ancêtres, et mes parents ont toujours été très ouverts là-dessus. Mais c'est plutôt mon mari qui avait plus un sujet. C'est plutôt lui qui a dû se remonter cela. Parce que dans sa famille, c'était important, la religion? Pour lui, ça l'était en tout cas. On s'est séparés à un moment donné à cause de ça, d'ailleurs. Bienvenue dans l'ascenseur. Et comment, justement, racontez-moi un peu, comment avez-vous été acceptée par votre belle famille? Alors, très facilement. Une fois que mon mari l'a accepté, je pense qu'il n'y avait pas de sujet. Et à nouveau, c'est pour ça que je dis que c'est plus lui que sa famille. C'est dans sa tête, et ça me va bien quand c'est comme ça, d'ailleurs, un peu tout à fait honnête. Sa famille est fantastique. Je m'entends hyper bien avec ma belle famille. Je n'ai vraiment aucun sujet. Je fais toutes les fêtes juives, je fais les ralottes. Enfin, je suis une professionnelle. Donc, vraiment, il n'y a pas de sujet. Et moi, j'adore ça. En fait, je me rends compte que les deux cultures sont très proches, très famille, très autour d'une bonne tablée. Voyez, et on est très proches en réalité. On a beaucoup plus de points communs que de dissensions. Et moi, ça me va très bien. Donc, vous êtes mariée avec Frédéric. Vous aviez quel âge? On s'est mariés, je devais avoir 31 ans, je crois. Et donc, vous dites que vous avez subi, en raison de cette union, finalement, de l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme de tous les jours. Vous savez, comme le racisme de tous les jours, c'est des petits termes qui, Enfin, je sais même pas si je devrais raconter ça, tellement c'est horrible. Mais moi, on m'a beaucoup utilisé parfois dans ma carrière en fonction de mes origines. Donc, c'est-à-dire quand on veut promouvoir la diversité, on colle une glisse, c'est bon, ça marche, on est rentré dans les cases. Ce qui est pas vrai, en fait. Et c'est ça qui est un peu triste.
J'ai eu la blague du bol de riz, j'ai eu la blague du j'ai une jolie bague parce que j'ai épousé un juif. Oh là Voyez, là, quelle horreur. c'est pas joli, voyez, c'est pas joli, c'est pas beau. J'en suis pas fière, hein. Mais vous traversez tout ça, en fait, vous traversez tout ça pour arriver aussi au stade où je suis aujourd'hui, pour ne plus jamais ça, le fameux plus jamais ça. Mais après, moi, je suis très fière de mon mari. Hein. Souvent, quand on est dans l'ascension sociale, on connaît des épisodes d'ascenseur émotionnel liés justement au fait qu'on passe d'un milieu à un autre, d'un milieu social à un autre, et parfois il y a une culpabilité, enfin en tout cas, il y a des émotions un peu exacerbées. Est-ce que c'est votre cas? Pas trop, parce qu'en fait, enfin pas trop, peut-être que j'exagère. Disons que j'ai une relation avec ma famille qui est assez particulière, où je suis à la fois très proche d'eux, même quand je suis éloignée d'eux. J'ai quand même passé un peu de temps à New York, parce que j'étais détachée à New York pendant ma carrière. Je vivais pas à côté d'eux, je suis à Paris, ils sont en banlieue et on se voyait pas souvent à cause de mes horaires très chargés. Mais on est quand même assez proches. Et surtout, j'ai cette capacité de m'adapter au milieu dans lequel je suis. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça me fait un bien fou. C'est-à-dire que moi, ça me fait un bien fou de quitter Paris, de me retrouver chez mes parents et d'être dans cette communauté d'Asiatiques. Je me sens bien, je me sens chez moi. C'est un cocon. Et ça me fait du bien de quitter ce cocon-là pour retrouver le cocon parisien. Voyez? Et en fait, c'est des milieux qui me nourrissent. Et parfois, j'adore les fêtes juives avec ma belle famille où je suis trop heureux, je fais des you-you et je me sens hyper bien. Voyez? Et ça me plaît énormément. Je me nourris de ça. Vous n'avez pas de conflit psychologique entre tout ça? Zéro. Et je vais vous dire un truc, c'est même pire que ça. J'adore cette mutation. Dans ma tête, parfois, je me mets à parler en chinois, en anglais, et ça dépend de mes émotions. Alors là, ça c'est vrai, c'est lié à mes émotions. Je remarque que quand je m'énerve, par exemple, je m'énerve en anglais, comme si j'avais peur que les gens me comprennent. Il y a beaucoup de choses comme ça où je ne comprends pas trop mon cerveau, où il part en fonction de mes émotions, il part dans un autre univers. Mais en revanche, la porosité de ces univers, moi, je l'accepte et je le vis extrêmement bien. Donc cet ascenseur social ou ce transfuge, c'est un terme qui est souvent utilisé, est-ce qu'on le vit bien ou pas bien? La réalité, c'est que mes parents, je leur impose pas mon mode de vie. Je leur en mets plein la gueule, vous voyez, je débarque pas chez eux en Porsche. Pas du tout. Je viens chez eux, parfois j'ai en RER encore avec mes enfants. Moi, je suis perméable à ça, je suis encore assez terre à terre. Donc ils le sentent pas, en fait, ils ont pas senti ce côté ça change. Et la réalité, c'est que je les protège de ça. Je leur dis pas tout ce que je fais. Donc c'est pas que je leur cache des choses, mais dans cette différence de vie sociale, je suis consciente de cette différence et je ne la mets pas en avant pour éviter qu'ils aient le sentiment que je ne suis plus la même personne, ce qui est faux. Mais en revanche, on profite pleinement de la vie. Et vos frères et sœurs? C'est un peu pareil, mes frères et sœurs, il n'y a pas de jalousie, c'est plutôt chouette. On est assez contents les uns des autres, des succès des uns et des autres. Et puis il faut quand même dire ce qui est, enfin avec l'histoire que j'ai de mes parents, du milieu d'où on venait, du peu d'argent qu'on avait, on aurait tous pu mal virer, hein. On aurait pu avoir des histoires de drogue, des histoires d'armes à feu ou d'armes blanches, enfin rien du tout. Toute la famille a très bien terminé, tout le monde a un job ou presque, a une famille, des enfants, enfin tout le monde va bien. Donc on n'a pas cette jalousie-là. Finalement, on a tous très bien réussi, voyez. Et je crois pas, de vous à moi, que cette histoire de je suis avocate et mon frère est instituteur et ça fait qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Loin de là, je suis hyper fière de mon frère qui est instituteur. Enfin, c'est comme les instituteurs qui nous ont sauvés pendant le Covid. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, on a tous un job génial, quoi. Et on va bien, surtout. Bien dans la tête, bien dans nos corps. C'est quand même hyper important. Et vos frères et sœurs, ils vivent plus près géographiquement de vos parents? Pas tous, on est tous plus ou moins, ils sont tous plus ou moins en banlieue, et j'en ai un qui est à Valence, dans la Drôme. D'accord. Et vous continuez à faire des fêtes de famille? Bien sûr. Bien, on les fait toutes. Et est-ce que vous mélangez vos familles? La Bien famille sûr. de votre mari et votre famille? On le fait surtout pour les anniversaires de mes enfants, naturellement, et à Noël. Souvent à Noël, alors nous on fête pas beaucoup Noël, et la famille de mon mari non plus. Donc souvent à Noël, il y a personne, le soir du réveillon de Noël, il y a personne, parce que moi de mon côté, elles sont souvent dans les belles familles,
Et donc, on peut pas se retrouver. En revanche, pour éviter qu'on ait des gens qui soient mis de côté, souvent, nous, quand on est à Paris, on fait le réveillon à Paris. Et on invite ma belle-mère, souvent, et mes parents. Donc, on fait un Noël et on a un repas attitré tous les Noëls. Donc, c'est toujours la même chose. C'est une fondue chinoise. Ah oui, c'est drôle. Et c'est ça qui est chouette. Et moi, avant qu'on ait des enfants, avec mon mari, on allait au Cinoche. On allait au cinéma le 24 au soir, on adorait ça. Vous voyez, donc je suis contente d'avoir pu réitérer une forme de tradition qui, avec mon mari, c'était un cinéma et ça s'est transformé en une fondue chinoise avec tous ceux qui n'avaient pas de famille chez qui fêter le 24. Et moi, je suis contente de ça. Ça vous pose pas des problèmes dans votre éducation, le fait que vos enfants, ils aient tout alors que vous aviez rien? Si. C'est un vrai sujet. C'est très difficile quand on n'a rien eu, de ne rien donner à ses enfants. Il y a un côté, je les pourris peut-être trop, parce que moi-même, on m'a pas assez, c'est pas un reproche à nouveau, on n'a pas pu me gâter. Un exemple simple, les anniversaires. Moi, je ne fêtais jamais mon anniversaire puisque mes parents n'avaient pas de quoi fêter un anniversaire et j'avais pas de cadeau pour mes anniversaires ni à Noël. J'ai l'impression que mes enfants, ils sont, c'est une montagne de cadeaux. Alors oui, je me sens pas très bien, mais d'un autre côté, je me dis si par ailleurs j'arrive à les gérer, leur expliquer ce que ça veut dire, qu'il faut chérir ce qu'ils ont beaucoup de chance, d'autres n'ont pas cette chance, il faut en profiter. Et savoir être généreux vis-à-vis d'autres copains, etc. Je me dis, j'aurais peut-être pas complètement raté leur éducation à ce niveau-là. Tout comme on pourrait se poser la question sur leur éducation d'ailleurs religieuse. Parce que on a aussi cette mixité chez mes enfants qui est un vrai sujet. J'espère que c'est pas trop lourd pour eux. Enfin, pour des enfants, ils ont quand même deux parents, des grands-parents dont le passé est assez lourd. Du côté de mes parents, c'est l'histoire que je vous ai racontée avec toute cette traversée pour arriver en France. Les grands-parents du côté de leur papa, c'est des pieds noirs. Ils ont dû fuir du jour au lendemain l'Algérie. Vous voyez, c'est quand même des passés très lourds aussi. Et il faut arriver à leur raconter ces histoires-là sans non plus appesantir leur cœur ni leur esprit. Et je crois que c'est parfois ce qui est le plus dur quand on est un adulte, de parler de choses difficiles en les rendant moins lourdes. Mais j'espère qu'avec mon mari, on y arrive. Et ce qui est chouette aussi dans cette mixité, c'est que mes enfants, ils grandissent dans ces deux cultures. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que vous avez le sentiment, Ningli, que l'ascenseur social aujourd'hui, par rapport à quand vous l'avez connu, bon, vous n'êtes pas très âgé, mais vous avez quand même un peu plus de 40 ans, donc vous avez un peu de recul, une vingtaine d'années de recul sur le sujet, on va dire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus difficile aujourd'hui que de votre époque, à vous, ou plus facile? J'ai pas l'impression que ce soit plus facile. J'ai l'impression qu'on les met encore dans des cases. Ces jeunes qui rentrent dans des banlieues, qui sont issus de milieux défavorisés, je pense qu'on continue à les mettre dans les cases, malheureusement. Je pense que les esprits n'ont pas assez évolué. Ils ont évolué. On va pas dire qu'ils n'ont pas évolué parce que je pense que ce serait excessif, notamment pour des associations qui travaillent durement pour faire changer les choses et bouger les lignes. Mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas encore assez et qu'on est capable de faire mieux. Je ne crois pas que ces jeunes, parce que souvent j'entends ça, ils choisissent d'être là où ils sont. Je ne crois pas que quiconque naisse en se disant « je vais échouer », par exemple. Ou naisse en disant « je ne vais pas y arriver ». C'est que quelqu'un leur a mis dans la tête ou qu'on leur a dit que c'était pas accessible pour eux. Mais ce n'est pas parce que eux-mêmes se sont dit je ne vais pas y arriver parce que je suis nulle. Ils se le disent pas, en fait. Il y a aucun enfant. Enfin, vous prenez des enfants qui sont très jeunes, il n'y en a pas un qui dit qu'il est pas capable de faire ça. Au contraire. Mon enfant de 5 ans, il pense qu'il peut sauter du balcon, il va atterrir comme Superman ou comme Spider-Man, qui va atterrir, tout va bien. Vous voyez, ils croient en leurs capacités, en des capacités supérieures. Il faut qu'on arrive, nous, des adultes, à leur faire entendre et comprendre qu'ils sont capables de faire des tas de choses géniales. Ils ont des obstacles matériels, probablement. On va pas les nier.
mais on peut les surmonter. Qu'est-ce qu'on doit faire collectivement sur le plan macro pour accélérer l'ascenseur social en France ? Déjà, il faut en avoir conscience de cette disparité. Il faut en avoir conscience. Je le dis parce que je me souviens d'une fois où j'ai parlé à un associé d'un cabinet où on parlait justement de la diversité dans les cabinets d'avocats. Je parle de mon sujet pour pouvoir l'étendre au reste des secteurs. Et lui me disait, je vois pas le problème d'égalité des chances. Moi, mon meilleur ami, il est associé dans un des plus gros cabinets parisiens. Je dis, mais ton meilleur ami, mais il vient d'où ton meilleur ami ? En fait, tu restes dans ton cercle social, en fait. Tu ne regardes pas ce qui va au-delà de ton cercle social qui est malheureusement un peu comme toi. Enfin, pardon, c'est pas méchant ce que je dis, mais il n'y a pas de diversité déjà dans ton milieu social. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir cette disparité. Et si toi qui as le pouvoir de faire changer les choses parce que tu es associé d'un cabinet, tu ne vois pas le problème, on ne peut pas le résoudre. Donc, tant que les gens nient ce problème-là, personne ne cherchera les moyens, premièrement. Ensuite, les moyens. Bien, il faut aller à la rencontre de ces jeunes-là. Il faut leur donner des moyens. Je me souviens d'une nana que j'avais croisée dans le cadre d'un programme du Club 21e siècle dont je suis membre. Il y avait un programme qui s'appelait HEC Incubateur où on devait suivre une femme issue de milieux défavorisés pour lui permettre de pitcher un projet et entrer dans HEC Incubateur. Son projet à elle, c'était d'amener de la culture dans les banlieues. Et je trouvais ça passionnant. Elle a pris conscience du problème et elle s'est dit, j'ai une solution. Il faut qu'on trouve le moyen de mettre des œuvres d'art dans les banlieues et qu'ils se rendent compte de la beauté de l'art, de ce que ça peut apporter. Et il y a cette forme de mixité où nous, on dit toujours, enfin nous, je veux dire, les membres du pouvoir disent, mais c'est à eux de venir à nous pour qu'ils apprennent de nous. Oui, ça me rappelle un peu le colonialisme, vous voyez ? Ouais, bien sûr. Vous voyez ou pas ? Et donc j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que à partir du moment où on a accepté qu'ils viennent sur le territoire français, je dis nous parce que je m'inclus dedans, on a accepté de les accepter sur notre territoire pour qu'ils aient une meilleure vie. Le contrat social qu'on a vis-à-vis d'eux, on a un engagement aussi. Ça ne peut pas se limiter à vous venez et puis on regarde si vous adhérez à nos valeurs, etc. Ça peut pas se limiter à ça. En fait, c'est mutuel. Il y a un engagement réciproque. Et il faut que nous aussi on aille à leur rencontre. Ça peut pas être, on peut pas leur demander uniquement, voilà, regardez. Adaptez-vous. En fait, il faut leur tendre la main. Il faut aider à adapter les gens. Il faut les aider à s'adapter. Il faut leur montrer l'intérêt que ça peut avoir de faire ceci ou cela. Il faut s'intéresser à eux, à leur culture. Parce que c'est joli, finalement, tout ça. Et probablement, enfin, je n'ai jamais vu une relation bilatérale où on n'apprend pas chacun de l'autre. Bien sûr. Puis c'est la France qui est comme ça aujourd'hui, quand même, de toute façon. Donc, J'espère que la France, c'est ça. En tout cas, c'est la France que moi, j'ai vécu quand mes parents sont arrivés ici. C'est la vision que j'ai de la France. Bienvenue dans l'ascenseur. qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui veut prendre l'ascenseur social ? Alors, je sais pas si je suis la mieux placée en vrai pour donner des conseils. Vous êtes mentor quand même dans un programme... c'est vrai, dans plein de programmes. Révélateur, Ouais. qui est un programme du club 21e siècle, qui vise à aider en fait les jeunes femmes à briser le double plafond de verre, c'est-à-dire être femme et issue de milieux modestes. Je pense qu'il faut être curieux. Parce que être curieux, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a autour de soi. Vous voyez ? Parce que c'est souvent ce qu'on reproche justement. Ah, vous n'allez pas au-delà, vous n'allez pas voir ce qu'il y a. Être curieux. Et interroger des adultes. Et quand vous n'avez pas la réponse tout le temps qui vous va bien, parce que c'est toujours la même, c'est parce que il faut interroger d'autres adultes. Il faut aller chercher des gens qui peuvent vous aider. Il faut oser. Oui, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Surtout pas. Qu'est-ce que ça apporte en fait à quelqu'un de donner de l'aide ? Énormément. Énormément. Vous savez, au début, moi, j'avais beaucoup de programmes de mentorat auxquels je participais et ça me prenait du temps dans mon agenda. Je disais, oh là là, j'ai entre 2 réunions, faut que je vois ma mentee ou est-ce que je vais avoir le temps, etc. Et en fait, l'heure passait une vitesse phénoménale et à la fin, j'avais systématiquement une patate de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, ça me faisait un bien fou de me mettre avec un jeune. On parlait de sa vie.
On parlait de qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme solution pour son projet qu'il avait en tête, comment faire pour avancer, comment faire pour que ça aille mieux. Et je trouvais ça génial, ce brainstorming à deux, où on essayait un peu de changer le monde presque. Et mais ça vous fait, en fait, je suis sûre que tout le monde, en vrai, le fait systématiquement avec ses copains. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour machin? Et on voit bien que ça les booste. C'est exactement la même chose. Ça vous donne une patate de dingue de vous dire que le gars ou la gamine en face de vous, mais ça va être multiplié par 10 000 demain. Vous êtes tellement fiers de sa projection. Vous la voyez, la fusée partir. Vous la voyez et vous y croyez. Et plus vous y croyez, plus vous donnez de l'énergie pour que ça marche. C'est toujours pareil. Vous savez, c'est la boule. Quand vous lancez la machine, elle va vite, elle va de plus en plus vite. Donc, faut pas non plus qu'elle aille trop vite. Mais, vous voyez, ça démarre. Et ça, c'est génial. Donc, moi, ma reco, évidemment, il faut le faire parce que ça vous fait un bien fou aux deux. C'est pas du tout unilatéral. À nouveau, c'est très bilatéral. Moi, je remercie tous mes mentees de l'énergie, de la patate qui m'ont renvoyé de nos discussions, de nos joutes verbales, qui ont été à chaque fois hyper enrichissantes. C'est quoi le prochain étage pour vous? Je vous imagine pas vous arrêter là. Vous êtes quand même une ambitieuse et on sent cette ambition. Oui, mais j'ai une ambition, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui est différente de celle que je pouvais avoir à 20 ans, quand j'avais 20 ans. 20 ans, vous cherchez à avoir, vous voyez comment? Marié avec des enfants. Dans 10 ans, tu te vois comment? Marié avec des enfants et un super job. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai un super job. J'ai un mari de dingue et j'ai 2 beaux enfants. Et un appartement magnifique dans lequel nous sommes pour enregistrer. Qu'est-ce que je peux rêver de plus? Mais aujourd'hui, vous vous rendez pas compte de ce dont je rêve. Moi, ce dont je rêve, c'est profiter de mes enfants, profiter de mes parents. Moi, je suis à un âge où j'ai des enfants qui ne sont pas complètement autonomes et des parents qui ne sont plus complètement autonomes. Je veux profiter de ces 2 générations. Je veux qu'ils passent du temps ensemble. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Maintenant, mes ambitions, elles sont beaucoup plus simples parce que je suis beaucoup plus mature et je sais aujourd'hui que ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir un gros job, d'avoir un mari. C'est génial d'avoir un mari, mais si vous êtes divorcé, on s'en fout du moment où vous êtes heureuse. Vous êtes mère célibataire, vous rendez pas compte du combat que c'est et de la force que vous avez en vous pour surmonter tout ça. Moi, je suis à un âge où je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile quand on est mère célibataire, par exemple. Voyez? Donc, je suis à un âge où je chéris ce que j'ai. Donc, qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Pas que mes enfants soient heureux. Que mon mari passe plus de temps avec sa femme chérie. Que mon mari puisse faire du sport. Que moi, je puisse faire du sport davantage. Voir mes parents. Les accompagner dans ce qui va être bientôt presque leur fin de vie. Vous voyez? C'est ça, ce dont je veux des souvenirs. Vous voyez, moi, souvent, je dis à mes enfants, là, je me vois grand-mère, je me vois chérir mes petits-enfants, parce que c'est ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est avoir des souvenirs, de beaux souvenirs. Je suis déjà en train de préparer la 2e moitié de ma vie, vous voyez. Et je le vis hyper bien. Merci Ning Lee pour ce voyage dans votre ascenseur. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. Bienvenue dans l'ascenseur vous est offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.